Au sommet de cette édition, 56e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sécurité régionale, monnaie unique et plusieurs questions politiques et frontalières sont à l'ordre du jour de la rencontre. Le président du Faso est à Abuja pour prendre part au sommet. On voit cela dès le début de ce journal. Clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Le chef du Parlement burkinabé fait le point des projets de loi examinés et adoptés au cours de la session qui a permis le vote du budget de l'État gestion 2020 et qui présente les enquêtes et les missions d'information parlementaire à venir. On verra cela un peu plus tard. Et puis, avec un apport de plus de 266 milliards de francs CFA au budget de l'État pour l'année 2018, le secteur minier est l'un des leviers importants de croissance au Burkina Faso. Une rencontre d'échange avec la presse sur les performances du secteur est organisée par le ministère des Mines pour donner l'information juste aux hommes des médias pour les populations. Détails à suivre dans ce journal. Et la France équipée de drones armés pour traquer les djihadistes au Sahel. L'armée française annonce avoir achevé de tester les armements de ces appareils pilotés à distance par les aviateurs. On voit cela en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Ravi de vous retrouver pour le 20h de ce week-end sur la télévision du Burkina. Cela dit, le président du Faso est donc à Abuja où il prendra part à la 56e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, une rencontre pour apprécier la marche de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les défis à relever tant au plan sécuritaire, économique et politique. L'ordre du jour de la rencontre est l'accueil du chef de l'État burkinabé en image avec notre envoyé spécial Dramandadien. Accueil du président du Faso à l'aéroport international d'Abuja. Le moment est solennel. Roch-Marc Christian Kaboré séjourne dans la capitale politique nigériane pour la 56e conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dès demain samedi, le président du Faso et ses pairs vont se pencher sur l'avenir de l'espace CEDEAO. Insécurité sur fond de menaces terroristes, crise communautaire avec des millions de déplacés, économie fragilisée. La question de l'éco, la nouvelle monnaie unique, serait également sur la table. 2020, une année électorale dans 6 pays de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains vont examiner ces différents dossiers et donner la voie à suivre pour dynamiser la CEDEAO, une communauté de plus de 340 millions de personnes. Retour au Burkina Faso pour les actualités nationales. Débuté le 25 septembre dernier, les travaux de la deuxième session de l'année de l'Assemblée nationale s'achèvent cet après-midi. C'est l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de faire le point des projets de loi examinés et adoptés au cours de cette session qui aura également permis l'adoption du budget de l'État gestion 2020. Un budget qui se chiffre en recettes à 2233 milliards de francs CFA et à 2518 milliards de francs CFA en dépenses. Le chef du Parlement burkinabé présente également les enquêtes et missions parlementaires qui seront conduites par la représentation nationale. La cérémonie de clôture de cette session à suivre dans nos prochaines éditions. Maître Benewende Stanislas Sankara conserve son poste de premier vice-président et Marie-Rose Compaoré-Konditamde qui fait son entrée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Entre consensus, suspension et reprise, la journée d'élection à l'hémicycle hier 19 décembre aura été riche en rebondissements. L'exercice aboutit au renouvellement du bureau de la représentation nationale. Une journée suivie pour nous par Roger Kam et Fousseni Kindo. Journée marathon pour une élection à rebondissement. Ce jeudi à l'Assemblée nationale, les députés se sont livrés à un exercice fort intéressant où la démocratie a tenu un bon rôle. Et pourtant, dès l'entame du scrutin, les mises en garde du président de séance, le président Alassane Bala Sakandé, sur la nécessité d'un consensus n'ont pas suffi. Si l'élection des questeurs s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, cela n'a pas été le cas de la désignation des vice-présidents et des secrétaires parlementaires.
entre suspension et reprise, tractation et consensus, une liste de 6 vice-présidents a été soumise aux députés. À la fin du scrutin, 5 députés ont pu valider leur ticket et la candidate du CDP a été recalée. S'ensuit une autre suspension et à la reprise, le CDP propose un autre candidat au poste de vice-président et la candidate malheureuse est proposée, quant à elle, au poste de secrétaire parlementaire. Au moment où le président de séance s'apprêtait à ouvrir le scrutin, la députée du CDP prend la parole et demande à se retirer de la compétition au profit d'une nouvelle députée de son parti qui venait juste de valider son mandat parlementaire. Ce qui n'a pas été du goût du président de séance qui estime que le consensus doit toujours prévaloir. Il demande alors, séance tenante, un huis clos pour régler cette question. À la reprise aux environs de 21h, le scrutin a pu se poursuivre. Ainsi, entre consensus, suspension et reprise, huis clos et autres tractations, les députés ont pu se choisir 6 vice-présidents et 10 secrétaires parlementaires selon le principe du consensus. Pour le vote des membres des commissions spécialisées, le principe du vote par acclamation a prévalu, ce qui a permis d'aller plus vite que prévu. Et à la fin, le président de l'Assemblée nationale, s'exprimant à propos de cette élection, estime que c'est la démocratie qui s'est simplement affirmée. Pour bien faire, mieux faire, il faut se donner le temps. Et c'est ce que les présidents des différents groupes parlementaires ont fait aujourd'hui. Nous avons eu des concertations encore à plusieurs reprises. Nous avons estimé qu'au niveau de responsabilité où nous sommes, nous devons donner l'exemple à ceux qui nous ont mandatés ici. Faire en sorte que toutes les parties prenantes au niveau de l'Assemblée nationale puissent se sentir concernées, puissent être au niveau du bureau de l'Assemblée, puissent être au niveau des commissions générales de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle équipe de la représentation nationale entend continuer sur la voie des autres et avec plus d'engagement et de combativité, 2020 étant une année à fort enjeu électoral. En politique, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, dernier né des partis politiques au Burkina Faso, dévoile ses ambitions au grand jour. Le RPI, qui dit n'avoir pas de position, est constitué d'anciens militants venus de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Il affiche pour ambition donc d'apporter une nouvelle donne dans le landerneau politique burkinabé. Les responsables présentent le parti à la presse à Ouagadougou. Reportage Salifou Belen, Zoubaviel David Dabiri. Le paysage politique burkinabé s'enrichit d'un nouveau-né, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI. Parti constitué essentiellement des transfuges de la majorité présidentielle et de l'opposition politique selon ses fondateurs, le RPI n'appartiendrait à aucune obédience, encore moins à un groupe politique. Le parti symbolisé par un mortier et le pilon justifie sa naissance par ce qu'il qualifie de querelles intestines au sein des partis politiques actuels, un climat peu favorable à l'éclosion d'idées nouvelles. Inoussa Bilgo et ses camarades se donnent donc pour ambition de restaurer l'éthique dans le jeu politique et proposer une nouvelle offre politique au Burkinabé. Nos ambitions pour le Burkina Faso des prochaines années, c'est la sécurité retrouvée. Un sentiment fort d'appartenance commune à ce pays, une économie dynamique et le respect de tous à travers nos différences. Le RPI veut que le citoyen burkinabé reprenne les commandes de son destin. Il veut redonner espoir aux jeunes et aux femmes de notre pays en les plaçant au centre de ses préoccupations. Inoussa Bilgo et ses camarades précisent, Alassane Bala Sakandé et le Larlé Naba ne sont aucunement les instigateurs de leur parti, comme le mentionne Dame Rumeur. Du reste, le RPI ne compte pas s'affilier à la majorité présidentielle. Il compte plutôt se déployer sur le territoire national et probablement prendre part aux échéances électorales à venir, foi de ses premiers responsables. Autre chose à présent, entre repli identitaire et panafricanisme, l'on interroge à Abidjan les perspectives pour la zone de libre-échange continental africain. C'est le forum international du groupe de presse Fraternité Matin qui ouvre le débat sur la problématique de la ZLECAf comme opportunité importante pour les investissements en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso prend part au forum dont nous suivons le compte-rendu de l'ouverture avec Olopoda. De la parole à l'acte, c'est tout l'enjeu de ce forum sur la zone de libre-échange continental africain.
un des projets phares inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, adopté à Kigali en 2016 pour une croissance inclusive et durable en Afrique. Pour éviter que cet accord ne soit un mythe, le GPAO, le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du 55e anniversaire de Fraternité Matin, ouvre la réflexion à Abidjan autour de l'avenir de cet accord qui suscite beaucoup d'espoir pour bon nombre d'Africains. Et c'est le ministre Alpha Barry qui ouvre les communications. Pour lui, la zone de libre-échange est une opportunité pour faire reculer les replis identitaires sur le continent africain. Ce que nous allons faire, c'est 1% des recettes douanières. Ça a souvent fait inquiéter les gens. Mais en revanche, nous allons gagner beaucoup en termes de développement de nos échanges avec le reste du continent. Nous avons de grands hommes d'affaires au Burkina Faso qui sont dans l'industrie, qui sont dans la finance, notamment les banques, et dans beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'autres domaines. Donc la SLECAF va leur permettre de pouvoir investir ailleurs, va leur permettre donc de pouvoir vendre aussi ailleurs. L'accord de la zone de libre-échange suscite de l'engouement dans les pays africains depuis sa mise en vigueur en mai 2019, poursuit le chef de la diplomatie burkinabé. Toutefois, des défis restent à relever. Tous les produits ne peuvent pas être éligibles tout de suite à un démantèlement complet en termes d'ouverture des frontières. Donc il y a une liste de produits qui vont subir le démantèlement plus tard, et il y a un certain nombre de produits qui ne vont pas figurer dans ce démantèlement-là. Les travaux de ce forum s'achèvent ce 20 décembre avec des recommandations, des contributions pour une opérationnalisation efficace de la zone de libre-échange continentale africain. L'actualité parlementaire principale de ce journal, c'est la clôture de la deuxième session de l'année de l'Assemblée nationale. Occasion pour le chef du Parlement burkinabé de faire le point des projets de loi examinés et adoptés au cours de cette session, qui aura également permis d'adopter le budget de l'État gestion 2020. Le chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sankandé, a également présenté les enquêtes et missions parlementaires qui seront conduites par la représentation nationale. Sur la cérémonie officielle de clôture de la session, nous suivons le compte-rendu de Roger Bembamba et Aboubakar Sagnon. Je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Les travaux de cette session qui s'achève ont essentiellement été consacrés à l'examen de la loi de finances portant exécution du budget de l'État gestion 2020. Un budget qui est le reflet des priorités et choix du gouvernement dans sa volonté de promouvoir un développement national endogène. Le budget de l'État exercice 2020 se chiffre à 2233,32 milliards de francs CFA en recettes et à 2518,46 milliards de francs CFA en dépenses, dégageant ainsi un solde budgétaire global de moins 285,14 milliards, ce qui correspond à moins de 3% du PIB national. Pendant les 3 mois de travaux, les députés de la 7e législature ont également examiné et adopté 6 projets de loi, dont la loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2019, la loi portant régime juridique des archives au Burkina Faso et la loi portant orientation des sports et loisirs. Mais 2 projets de loi ont été ajournés. Sur proposition de son président, le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents ont demandé au gouvernement de procéder au retrait de son projet de loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidatures ou des candidats aux élections législatives municipales au Burkina Faso. Il en a été de même pour le projet de loi portant modification de la loi 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Les élus nationaux ont décidé au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2019 de mettre en place 2 commissions d'enquête parlementaire. La première commission d'enquête parlementaire portera sur les sociétés de téléphonie mobile. Elle vise entre autres
à permettre à l'Assemblée nationale de s'enquérir de la qualité des services de télécommunication dans notre pays, de la couverture GSM du territoire, du système de facturation des services offerts. Mais il convient de le préciser, son principal objectif est de s'assurer du civisme fiscal de toutes les sociétés évoluant dans le secteur de la téléphonie mobile. La seconde commission d'enquête parlementaire s'intéressera aux sociétés immobilières, dont les activités de nombre d'entre elles méritent une plus grande attention. Selon les statistiques, à la date du 29 avril 2019, l'on dénombrait 268 sociétés de promotion immobilière dans notre pays. Toutefois, seulement une trentaine d'entre elles seraient régulièrement enregistrées à la Direction générale des impôts. Les parlementaires ont aussi mis en place 2 missions d'information. La première porte sur la gestion des crédits alloués à la lutte contre l'insécurité et le système de motivation des hommes sur le terrain. La seconde s'intéresse à l'opérationnalisation des fonds miniers. Au sujet de la situation nationale marquée par la lutte contre le terrorisme, le président de l'Assemblée nationale appelle les politiques et l'ensemble du peuple burkinabé à l'union sacrée face à l'adversité. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cette session après le magazine des sports. Autre actualité, dépendre moins de l'aide des bailleurs de fonds et travailler à une autonomie financière pour mieux relever les nombreux défis environnementaux au Sahel et dans la sous-région. C'est désormais la volonté du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Le SILS, nouveau donc, est sur orbite. C'est la principale conclusion du Conseil des ministres de l'organisation dont les travaux s'achèvent à Ouagadougou. Nous suivons le compte-rendu des travaux avec Oscar Soulama et Mamadouba. 4 scénarios de réforme du SILS ont constitué le plat de résistance de cette journée marathon. Au terme des travaux à huis clos, le Conseil des ministres adopte l'option 3. Il est 2 heures du matin. Cette option réaffirme le mandat et les missions du SILS. Elle présente les réformes à apporter à l'organisation et au fonctionnement de l'institution pour renforcer ses capacités à satisfaire l'ensemble de ses partenaires. Nous voulons que le SILS soit totalement pris en charge en termes de fonctionnement par les États membres. Pour cela, il faut que au niveau des différents sites, que ce soit au centre Agrimet, que ce soit à l'INSA, que ce soit au siège du SILS, que nous puissions avoir un staff corps, c'est-à-dire un staff minimum qui puisse vraiment prendre en main l'ensemble des activités au niveau de chaque site. Toutefois, l'option 2, qui préconise un rattachement du SILS à la commission de la CEDEAO, pourrait être envisagée au cas où les États éprouveraient des difficultés pour dérouler l'option 3. L'objectif est d'assurer au SILS une autonomie financière et de dépendre moins de l'aide des bailleurs de fonds. Le Conseil des ministres annonce le sommet des chefs d'État et l'organisation du Salon africain de l'agriculture pour la fin du premier trimestre en 2020, le sommet des premières dames sur la sécurité alimentaire en février 2020 à Niamey. Gestion des ressources en eau, un atelier de renforcement de capacité pour la poursuite du programme national de gestion intégrée des ressources en eau réunis responsables des services centraux et rattachés du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles à Koudougou. Une formation qui vise une meilleure appropriation des concepts clés du programme. Daouda Ouattara, Moumouni Soubega pour les précisions. Au Burkina Faso, les ressources en eau font face à une pression multiforme et croissante liée à la forte croissance démographique et au développement de certaines activités socio-économiques comme l'orpaillage. La question est prise à bras le corps par le ministère en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. D'où la tenue de la présente formation initiée pour renforcer les capacités des responsables des services centraux et rattachés des ministères en matière de gestion intégrée des ressources en eau. L'objectif est d'harmoniser les compréhensions de ce concept
pour mieux coordonner les interventions sur le terrain comme le veut le Programme national de gestion intégrée des ressources en eau. Ce programme élaboré pour la période 2016-2030 vise à contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques. Les cadres du ministère de la Communication font un dernier point de l'année 2019 au sein du département. Une rencontre bilan qui permet de réexaminer les grands défis à relever et de trouver des pistes pour l'atteinte des objectifs fixés. Bilan a priori satisfaisant pour les premiers responsables du département qui estiment avoir été de tous les grands rendez-vous médiatiques et sollicitations de l'année en cours donc et qui s'achève. Précision avec Sie Dilarien et Oumou Sissé. L'heure est au bilan au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ce deuxième conseil d'administration de l'année 2019 est l'occasion idéale pour jeter un regard rétrospectif sur les actions menées. C'est une année qui a été une année de forte sollicitation pour le ministère. Nous avons eu deux activités fortes, les UACO et les éditions Gallian, mais nous avons également une très forte sollicitation au niveau de l'Assemblée nationale parce que le ministère a également chargé avec le Parlement. Nous étions l'année dernière à des taux d'environ 75%. J'espère que cette année, nous allons pouvoir les dépasser. Ce conseil d'administration est aussi le lieu pour définir de nouvelles orientations pour l'année 2020. Une année électorale et le département de Rémy Fulgence d'Anjounou sera fort sollicité. C'est pourquoi le ministre invite les différents acteurs à mieux s'impliquer afin d'aider le département à relever ces défis. Avec plus de 266 milliards de francs CFA au budget de l'État, l'apport direct donc du secteur des mines pour le compte de l'année 2018, le secteur minier, on le remarque donc, enregistre de grandes performances et constitue l'un des leviers importants de développement de l'économie nationale. C'est dans le but de donner l'information juste aux journalistes pour qu'ils la répercutent auprès des populations que le ministère des Mines organise ces échanges avec la presse à Ouagadougou. Précision, Isiaka Nana Sekou Zongo. Le ministère des Mines du Burkina à la rencontre des hommes et femmes de médias. Le secteur minier burkinabé est en plein essor et cette rencontre avec les acteurs des médias vise à présenter l'information juste sur le secteur minier afin que l'opinion publique s'imprègne des réalités. C'est un dialogue à caractère d'abord informatif avec les acteurs de la presse et aussi un dialogue qui va nous amener à enregistrer j'allais dire vos critiques du fait que vous êtes des acteurs, j'allais dire, indépendants. Pour Oumarou Idani, le secteur minier burkinabé enregistre des performances notables avec sa quinzaine de mines en exploitation selon les données de 2018. Au niveau de la gestion des titres miniers, nous avons pu moderniser par la numérisation, par la mise en ligne du cadastre minier et surtout à mettre en place un système de gestion transparent basé sur le principe du premier venu, premier servi. Nous avons également cité le niveau de la production, notamment en matière d'or, puisque de 33 tonnes en 2013, nous sommes aujourd'hui à 52 tonnes, presque 53 tonnes en 2018. Cette rencontre d'échange s'est voulue franche avec ces journalistes issus d'organes différents. Il est surtout attendu d'eux plus d'initiatives en termes de reportage et d'émissions, cela dans le seul but de donner de bonnes informations sur les réalités du secteur minier aux populations. Et avec plus de 85 milliards de francs CFA engrangés dans l'exportation pour le compte de l'année 2017, la filière Anacard est également une filière porteuse au Burkina Faso et au plan continental. L'ambition est de faire de cette filière un outil important de développement. Le conseil consultatif du cajou fixe la barre de 58% de production mondiale de la noix de cajou en Afrique. La troisième session du conseil des ministres du CICC appelle à une synergie d'action pour affirmer les ambitions de l'Afrique pour la filière Anacard. Voyons cela avec Nongba Kouda et Sekou Zongo.
La noix du cajou au cœur de cette rencontre des ministres et experts, membres du Conseil international consultatif du cajou, CICC. La filière anacarde est un levier économique important en Afrique et ici, les pays producteurs du cajou veulent une synergie d'action afin de défendre leurs intérêts sur le marché international. Depuis 2016, à travers le Conseil international consultatif du cajou, à l'effet donc d'harmoniser nos actions, de fédérer nos énergies pour continuer à accompagner les acteurs directs de la filière, c'est-à-dire les producteurs et les transformateurs, pour que cette filière qui emploie énormément donc, de personnes puisse en tout cas vivre dignement donc, de leur travail. Les défis de la filière anacarde sont ceux de la transformation de la noix du cajou et le manque d'harmonisation des politiques des pays producteurs. Toutefois, cette troisième session se satisfait des avancées dans la promotion de la filière. Chaque pays déjà à son niveau a compris qu'il fallait faire déjà bouger les lignes individuellement pour que collectivement aujourd'hui nous puissions faire bouger ensemble donc la filière. Et effectivement les lignes ont bougé. Au sortir de cette troisième session du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou, le Bénin passera la présidence du CICC au Burkina Faso. Par la même occasion, la structure aura son premier secrétaire exécutif. Le moment solennel de la rencontre a été l'adhésion du Nigeria au CICC, ce qui porte à 11 les membres signataires de la structure. Et sur le terrain au Burkina Faso, le secteur de l'anacarde a en vue la mise en place d'une unité de référence à Bobo-Dioulasso, une unité de transformation d'une capacité de 10 000 tonnes qui va créer de milliers d'emplois, dont 80% pour les femmes. Une table ronde du Conseil burkinabé de l'anacarde permet au ministre en charge du commerce de présenter le plan d'affaires du projet pour attirer partenaires financiers et convaincre les potentiels investisseurs. Roger Bembamba, Beleman, Herman, Nestor Toui. Autour d'une même table, partenaires techniques et financiers, secteur privé et administration publique. Leur objectif, trouver les voies et moyens pour financer l'unité de référence de transformation de la noix de cajou d'une capacité de 10 000 tonnes à Bobo-Dioulasso. Un projet porté par le Conseil burkinabé de l'anacarde visant à accroître la capacité nationale de transformation de ce fruit. Présenter l'initiative anacarde à l'ensemble donc des partenaires techniques et financiers et aux institutions bancaires, aux acteurs, à tous ceux qui s'intéressent donc à la filière pour montrer clairement que le gouvernement dispose d'un plan suffisamment clair pour accompagner donc la filière. Et en particulier, nous avons décidé donc d'installer une unité de référence de transformation, donc la noix de cajou à Bobo-Dioulasso. Et cette unité de référence va nous permettre donc d'accroître le niveau de transformation de la matière première. Pour convaincre les investisseurs, l'initiative Anacar a été présentée aux différentes parties prenantes, accompagnée d'un plan d'affaires, toute chose qui a suscité l'intérêt de ces derniers. Il était bon que le secteur privé et là aussi les institutions bancaires puissent voir donc le document, le plan d'affaires et faire l'ensemble des annonces nécessaires pour nous accompagner dans le processus. Nous sommes satisfaits parce que le secteur privé qu'on attendait pour s'engager sur 70% de financement annonce que non seulement ils s'engagent, mais ils estiment que nous devrons aller au-delà d'une unité de transformation de 10 000 tonnes. Il faudra peut-être aller jusqu'à 50 000 tonnes parce qu'ils pensent que c'est de cette manière qu'ils pourront mettre davantage d'argent pour que nous puissions atteindre le taux de transformation attendu. La mise en œuvre de cette unité de référence va résoudre certaines préoccupations des producteurs, notamment l'écoulement de la matière première. Sa réalisation va nécessiter la somme d'environ 3,5 milliards de francs CFA. La communauté nigérienne au Burkina Faso commémore en communion avec la mère patrie l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Niger. Une commémoration qui intervient dans un contexte difficile pour le pays, durement touché par la crise sécuritaire dans la bande sahélienne. Dans le recueillement et la détermination à gagner la victoire contre le terrorisme, voici les temps forts de la célébration à Ouagadougou avec Bernard Kombelem et Zoubaviel David Dabiri. La communauté nigérienne vivante au Burkina Faso commémore ici le 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par une insécurité dans la bande sahélienne. C'est le lieu pour le Conseil général du Niger à Ouagadougou de lancer un appel de coopération en vue du renforcement des actions du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme.
C'est dans cet esprit que mon pays continue de plaider et appeler à une coopération renforcée au sein du G5 Sahel en tant qu'outil stratégique et vecteur de notre action collective dans le but de contrer et d'éradiquer toute menace terroriste afin de promouvoir un développement harmonieux, sécurisé et durable de notre région du Sahel. Plusieurs personnalités du Burkina Faso étaient également de la partie pour soutenir ces festivités nationales. Vous savez que nous avons des liens forts entre le Niger et puis nous. Et au-delà de ces liens forts, nous venons de finir une réunion sur la plateforme des femmes du G5 Sahel où le Niger a envoyé une grande délégation pour que nous discutions ensemble de comment nous pouvons aider notre espace Sahel à aller de l'avant avec les femmes. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce que nous connaissons dans la zone, c'est parce que tout simplement, il fallait le faire avec les événements qu'on connaît, qu'on a connus dans la sous-région, région du Sahel, avec les attaques surtout Inates. Ça nous rappelle qu'il faut nécessairement se souder à l'intérieur de la région au niveau de l'ensemble de nos pays. Selon le Conseil général du Niger à Ouagadougou, son pays partage avec le Burkina Faso des relations de solidarité, de respect et d'entraide mutuelle dans leur histoire. Et sur la question précise de lutte contre le terrorisme, l'armée française annonce avoir achevé de tester l'armement de ses drones pour traquer les djihadistes au Sahel. Des appareils qui seront plus efficaces au dire de la hiérarchie militaire française dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La France dispose désormais de drones armés pour traquer les djihadistes au Sahel. Chargés depuis 2014 d'observer les groupes armés dans cette immense zone désertique, les 3 drones américains Reaper actuellement déployés dans le cadre de l'opération Barkhane peuvent donc dorénavant faire feu sur des ennemis identifiés au sol. L'intérêt, c'est que vous êtes en train de surveiller une zone, vous identifiez des ennemis, et il y a un besoin urgent de traiter cette cible-là, eh bien le drone armé va pouvoir le faire. Bien évidemment, comme on l'a dit, l'homme est toujours dans la boucle, c'est l'homme qui décide, et c'est l'homme qui décidera d'utiliser cette capacité ou non. Un nouvel atout alors que la situation ne cesse de se dégrader au Sahel, en particulier dans la zone dite des 3 frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso, en dépit de la mobilisation des 4500 militaires français de Barkhane. Le 10 décembre dernier, 71 soldats nigériens ont péri dans l'attaque d'Inates, la plus meurtrière de l'histoire du Niger, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Quelques jours plus tard, et alors que le sentiment anti-français grandit au Sahel, le président nigérien a défendu l'opération Barkhane. Mahamadou Issoufou a rappelé comment, en 2013, sans l'opération Serval menée par l'armée française, le Mali voisin serait tombé sous la coupe des djihadistes. Le président nigérien doit accueillir dimanche Emmanuel Macron à Niamey pour préparer le sommet sur le Sahel. Il est prévu le 13 janvier à Pau, dans le sud de la France. Devraient être présents les dirigeants des 5 pays concernés, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Un sommet exceptionnel voulu par Emmanuel Macron après la mort de 13 soldats français dans la collision de 2 hélicoptères le 25 novembre lors d'une opération de combat contre des djihadistes au Mali. Fin des actualités dans cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme.